je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Comme je l'ai déjà dit, l'élément le plus important à réussir dans une œuvre narrative pour moi, ce sont les personnages. Et si Disney a su majoritairement créer des personnages efficaces, voire attachants ou fascinants, ils ne sont pas toujours tombés justes. J'oserais même dire qu'il y a des fois où ils ont vraiment été à côté de la plaque. Le choix a été délicat, il a fallu faire le tri pour arriver à un top 10, c'est pas plus que ça parce que j'ai envie de faire une vidéo qui dure moins d'1 heure cette fois. Donc de nombreux candidats ont dû être évincés car ils n'atteignaient pas tout à fait le niveau d'agacement requis. Cela étant, j'aimerais rappeler pour la énième fois qu'il s'agit d'un classement subjectif, donc si certains de ces personnages vous plaisent, tant mieux pour vous. Et bravo pour votre talent à discerner le bon en chacun parce qu'il me fait clairement défaut dans ces cas-là. En avant pour le top 10 des pires personnages Disney. Je suis un raté, je suis un raté, je suis un pauvre raté, je suis un raté. Numéro 10, Scamp. L'un des arcs de héros classiques, c'est d'avoir une mentalité erronée et d'apprendre au fur et à mesure de ses aventures à s'en défaire et comprendre la vraie bonne voie. Certains films mettent ça magistralement en scène, d'autres un peu plus discutablement, et d'autres mettent en avant une petite merde sans intérêt qu'on a plus envie de voir crever que de voir apprendre une leçon. Je déteste me laver. Arrête de hurler! C'est un réflexe, tous les chiens sauvages hurlent à la pleine lune. Les aspirations de départ de Scamp ne sont pas très intéressantes, c'est le cliché anti-règle et autorité de base qui n'a absolument aucun caractère en dehors de ça. Toutes ses motivations tournent autour d'un besoin immature de liberté et ça ne le rend pas rattachable dès lors qu'on a appris à être un tant soit peu adulte. Mais si ça n'avait été que ça, il n'aurait pas mérité sa place dans cette liste. Ce qui le rend particulièrement insupportable, c'est son incapacité à évoluer durant la majorité du film. Prenez le cas Flash McQueen, son passage d'égocentrique vantard à ami solidaire est exécuté de façon très fluide, avec plusieurs moments qui le font petit à petit réaliser l'importance de penser aux autres. Scamp, de son côté, reste le même anticonformiste bouché, quelles que soient les épreuves auxquelles il fait face. Le gang qui l'attire montre des signes flagrants de chacun pour soi néfaste, pas grave, ça reste cool. La fille qu'il aime et qui a une plus grande expérience de la vie des rues regrette de façon touchante la chaleur de ses anciennes familles d'accueil. Oh, elle y comprend rien, cette femelle. Il voit son ex-famille complètement attristée par sa disparition, ça change rien au fait que les règles à suivre, c'est chiant. C'est un sale con. Sa révélation survient bien trop tard, à un stade où on a perdu tout intérêt pour sa rédemption, parce qu'à aucun moment on ne le rend sincèrement attachant dans ses choix. Ce n'est très majoritairement qu'un petit chieur incapable d'attraper les perches qu'on lui tend. Numéro 9, Taram. Tant qu'on parle de petit chieur, Taram est un gamin à l'ego surdimensionné à qui il arrive des tas de trucs dont rêverait tout joueur de Donjons et Dragons et ça ne le rend pas intéressant une seule seconde. Tout comme Scamp, c'est un sale géniard vantard qui ne repensera ses mentalités que bien trop tard dans l'intrigue. Ce coup-ci car le scénario met un point d'honneur à trouver des excuses forcées pour conforter son ego. Et les rares fois qu'on lui reproche son attitude, voilà le genre de réaction qu'il nous offre. Tu n'es qu'une fille, les armes c'est pas ton domaine. Ah, quel garçon adorable! Son complexe du héros est extraordinairement puéril et amène la cause d'une bonne partie des problèmes. Si Tirlir a été capturé, c'est parce qu'il était occupé à chanter ses louanges. Si le Seigneur des Ténèbres, ce nom me fera toujours marrer, a pu mettre la main sur le chaudron, c'est parce qu'il a eu l'audace de croire qu'il pouvait tout régler avec son groupe de 4 clampins. L'intérêt d'un personnage peut provenir de ses défauts, mais ils doivent soit évoluer de façon bien pensée durant le film, soit avoir assez de qualité pour compenser ça. Basil en est un parfait exemple, c'est un asocial sans tact, mais il se le permet parce qu'il a une grande intelligence, et ses aventures l'amènent à davantage s'ouvrir aux autres. Taram a un traitement totalement opposé, l'égomanie constante dont il fait preuve est l'une des plus insupportables qu'il m'ait été donné de voir, en partie parce qu'elle est désagréablement exacerbée par les grosses ficelles scénaristiques de ce film, et aussi parce qu'il n'a aucune véritable qualité pour compenser ça, hormis un courage d'obligation. Et sa prise de conscience à cet égard est tellement tardive et tellement rapide que ça n'a aucun poids.
Je devrais accomplir des exploits héroïques pour Priden. T'étais clairement pas taillé pour être un héros, dans tous les sens du terme. Numéro 8, Mr. Big. Les personnages de soutien que je hais le plus dans une histoire, ce sont ceux qui amenuisent la valeur du protagoniste par leur présence. Mr. Big est un cliché cervelé qui repose sur le gag éculé du « regardez, c'est un des gars les plus puissants du coin et pourtant il est tout petit. C'est cocasse, pas vrai? Et en plus, son nom c'est Big !» Tout son gimmick est d'être une pseudo-parodie de parrain mafieux, et ça a déjà été fait avant. Il n'y a aucune originalité, ni écriture un tant soit peu recherchée autour de ça. Tu m'as manqué de respect. Tu as manqué de respect à grand-maman, que j'ai enterrée dans ce tapis en poil de fesses depuis toi. Mais signé avec ça, ce ne serait pas grand-chose, en plusieurs sens. Le problème principal de ce personnage est la façon dont il affecte notre protagoniste. J'aime beaucoup Judy et ses idéaux qui, même s'ils sont mis à mal, parviennent toujours à être respectés aux yeux de cette héroïne malgré les compromis. Mais ces compromis-là ne passent pas. J'ai une haute estime de la loi et de la justice, mais je suis prête à complètement fermer les yeux sur le business planet d'un type qui n'hésite pas à refroidir ce qu'il gêne. Le fait non seulement d'accepter mais de copiner avec ce genre de mec dégrade partiellement ce qui caractérise notre héroïne et ça en fait le personnage secondaire le plus préjudiciable que j'ai vu dans un film Disney. Merde, même Nick en pâtit un petit peu parce qu'il passe pour un abruti inconscient d'avoir roulé ouvertement quelqu'un d'aussi puissant. Je lui ai vendu un plaid vraiment hors de prix en laine qui était fait avec la peau des fesses d'un putois. En art malin? Pas dans ce cas-là, non. C'est un intervenant hautement nuisible dont le film aurait sincèrement pu se passer. Numéro 7, Tito, ex aequo avec El Grande Chupacabra. Est-ce que vous n'adorez pas les stéréotypes raciaux? Apparemment, ça a été le cas de Disney pendant un temps, et le stéréotype qui a eu le plus la dent longue a été celui-ci. C'est un espion, amigos. Mangeons-le à la cloche avec des haricots rouges. Tout te moque de moi? Tout te moque de moi? C'est marrant parce qu'ils sont ridicules de pas parler comme nous. Donc oui, on a affaire à l'une des comédies les plus écervelées et réductrices autour de la nationalité de ces personnages et la personnalité quasi automatique que c'est supposé leur donner. Ce qui déjà en soi ne fait pas très honneur au pays et à ses habitants, mais ce n'est rien comparé à l'autre caractéristique qui leur a valu cette place, ce sont des putains de harceleurs. Leur rôle principal consiste à draguer la jolie dame raffinée et à insister alors qu'ils se font rejeter. Ah, ces Mexicains, on les reconnaît bien, eux et leur manie de persécuter les femmes jusqu'à ce qu'elles disent oui. Apparemment, ils doivent descendre d'Icar. Et le pire là-dedans, c'est que non contents de faire passer ça pour de l'humour léger, ils finissent par réussir leur coup à la fin. Disney, je croyais que vous aviez à cœur de faire passer de bonnes morales. Qu'est-ce que c'est que ces Conneries. À quel moment vous vous êtes dit, mais bien sûr, donnons ce qu'il veut au harceleur comique, c'est tellement drôle et léger. J'ai encore plus de ressentiment pour El Grande Chupacabra parce que ce qui finit par conquérir sa dulcinée n'est même pas de son fait. C'est la relation en toc par excellence. Donc rappelez-vous, mesdemoiselles, si un homme qui ne vous plaît pas au premier abord vous harcèle, laissez-lui sa chance. Qui sait, peut-être pourra-t-il être l'homme de votre vie. Surtout s'il ponctue ses phrases par caramba. Numéro 6, Mama Audi. Je sais que je ne vais pas mettre tout le monde d'accord là, mais c'est l'un des personnages type Disney que je hais le plus. Celui de la vieille femme d'expérience qui ne peut pas juste être sage et cultivée parce que ce serait chiant sinon, donc il faut en plus qu'elle soit loufoque. Ça amène de la comédie forcée qui nous sort complètement de l'intrigue et qui ôte du poids au statut avisé que ce personnage est censé avoir. Et celle qui incarne le concept de la façon la plus odieuse qui soit est Mama Audi. T'as envie d'un bisou, c'est ça? On force tellement le trait sur sa loufoquerie que ça dépasse le stade du comique pour en devenir juste ridicule. En fait, tout est excessivement ridicule chez elle. Son côté fripé atteint un stade visuellement dérangeant, les gags sur sa cécité sont tout le contraire de subtils. Je la soupçonne même de feindre d'être aveugle vu qu'elle discerne sans problème où se trouvent nos deux héros durant toute sa chanson. Si ça se trouve, elle inflige tout ça à son serpent domestique par pur sadisme. Et là où la plupart des autres modèles du genre parviennent tout de même à faire part d'une
sagesse véridique par moments, cette femme n'a aucune crédibilité, car absolument rien de ce qu'elle essaye d'inculquer ne transparaît sous le moindre ton réellement sérieux. Et ce n'est clairement pas aidé par le fait que la morale est très maladroitement illustrée au fil du film. En fin de compte, elle ressort plus comme une moralisatrice de passage qui a l'audace de penser qu'elle sait tout mieux que tout le monde, même sur la vie des gens qu'elle vient à peine de rencontrer. Maman va t'apprendre une bonne leçon. Au moins, les autres vieilles sages loufoques ont l'avantage d'avoir un véritable lien mis en place avec l'héroïne, ça leur donne une fiabilité compréhensible. Ici, elle n'a rien pour appuyer la sagesse de ses propos, et c'est clairement pas le fait de chanter en chœur avec des flamands des spatules qui la fera avoir du crédit pour moi. Numéro 5, Ranjan, ex aequo avec Vautour numéro 5. Oui, je sais qu'il a un nom et je m'en tape. Ces deux personnages sont à la base irritants pour des raisons assez différentes. Ranjan est un gamin bruyant, inconscient sans la moindre profondeur qui se force dans l'intrigue de façon légèrement agaçante pour de nombreux moments gags à se plier en 4. C'est comme si on prenait un enfant perdu en particulier et qu'il s'accaparait une grosse partie du film. Vautour numéro 5, quant à lui, est une piètre excuse de comédie qui est persuadé d'être spirituel alors qu'il a parmi les blagues les plus pourries qu'on puisse pondre. Combien vaut la peau de ce tigre? Pas cher, Cannes. Prends garde à toi, Jeff Panaclock. Mais ce qu'ils ont en commun et qui leur vaut cette place, c'est leur propension à complètement foutre en l'air les deux grands méchants attitrés du film. Quoi de plus méprisable pour un perso de soutien que d'atténuer la valeur d'un grand héros? Eh bien, atténuer la valeur d'un grand méchant! K et Shere Khan sont des méchants adorés du livre de la jungle, à raison, ils ont chacun un charisme très spécial qui a de quoi vous marquer. Mais c'est largement diminué dans cette suite. Et assez étonnamment, c'est très majoritairement dû à ces deux nouveaux personnages. K est excessivement ridiculisé au point de perdre tout capital menaçant qu'il avait dans le premier film, en très grande partie à cause de Ranjan, qui intervient de façon grotesque et forcée dans un des moments les plus insultants que Disney Toon n'a jamais pondu. Tu vas pas t'en tirer comme ça, sale crotaille. Et le statut déchu de Shere Khan est lui aussi tourné au ridicule par les interventions lourdingues de Vautour numéro 5. C'est comme si on prenait la scène où il se fait tirer les poils de narine dans le premier film et qu'on la mettait en boucle pendant plusieurs minutes. Et le pire, c'est que, au moment où on croit que notre méchant adoré va enfin lui rabattre définitivement son caquet, eh ben il est pas allé jusqu'au bout. Il l'a juste un peu amoché et puis merci, au revoir, ce qui amène à un final à la con où il est voué à crever de faim enfermé en étant forcé de subir ce type. C'est l'une des fins les plus pourries qu'on puisse imaginer pour un grand méchant de cette envergure, et tout ça parce que vous avez tenu à donner de l'importance à ce personnage. Chacun de ces deux pecnos est une plaie irritante qui fout activement en l'air une icône des méchants Disney, et pour ça ils ont toute mon ire. Numéro 4, Zinni. Vous savez, il y a un moment où les images parlent quasiment d'elles-mêmes. Hé, les Lémuriennes, on m'appelle le professeur de l'amour. Et le cours privé est commencé. Ma parole, je suis un malade. Hé, mademoiselle! Même sans compter le doublage abrutissant de Jamel Debbouze, le problème vient du fait que Zinni est un inadapté total de la vie qui n'a absolument aucune qualité pour se racheter. Il n'a aucune idée de comment s'adresser aux gens en règle générale, aucune idée de comment se comporter pour avoir une once de crédibilité, aucune idée de comment réagir pour avoir l'air un tant soit peu normal. Et c'est censé être drôle! Chacune de ses interventions est envahissante de bêtises et il ne sait jamais se montrer utile. Je veux dire, la plupart des personnages arrivent à avoir un début de contribution dans cette histoire, mais lui, nada, que pouic! À part aider majoritairement à créer un contraste gaguesque dérangeant avec le ton sérieux de l'intrigue centrale, il n'apporte que dalle. Et malgré tout ça, ça l'empêche pas de pécho à la fin. Pourquoi? Parce qu'on était dans un visual novel hentai et il a eu droit à sa fin harem. Ce type qui s'est avéré juste être un boulet du début à la fin a droit par magie à sa happy end porno. Ça peut sembler être un détail à la con, mais ça reste particulièrement irritant et c'est un très gros dernier clou au cercueil qui a été l'écriture de ce personnage. Numéro 3. Vous pouviez être sûr que j'allais fourrer un personnage d'Atlantide dans ce classement. Et il y avait du choix. Ce film regorge de personnages inutiles et ou débilitants, mais celui qui remporte la palme à ce niveau-là, pour moi, c'est sans conteste Farnsworth. Good news!
confused everyone. Ah, j'aurais préféré. Le cuisinier de l'équipage est un arriéré qui fait une fixette sur le gras parce que c'est censé être drôle. Et les rares fois qu'il ne fait pas partager son exaltante passion, il nous fait la joie d'étaler son mauvais goût hilarant. Satané mouche électrique va-t-il Pokémon piquer le postérieur? Y a quelqu'un qui voudrait aspirer le venin? Ne vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. Allez, un petit pour la route. Ah, mort de rire. Sa supposée comédie repose sur le fait qu'il est con et dégoûtant, et c'est le représentant le plus flagrant de l'anti-humour présent tout au long de ce film. En plus de ça, sa présence n'a aucun sens. Pour les autres membres, on comprend un peu la logique de leur rôle dans cette expédition, et ils ont l'occasion, de façon très expédiée, de montrer leurs compétences. Mais là, c'est juste un cuistot débile qui sait pas cuisiner autre chose que des trucs gras. Qu'est-ce qu'il fout ici? De ce fait, ça appuie le problème de départ que le film se coltine. On fourre trop de choses dans le temps imparti. Le scénario de départ avait de quoi remplir 2 films entiers et il n'avait que 90 minutes pour placer tout ça. Si les scénaristes avaient été compétents et réfléchis, ils auraient compris qu'il fallait littéralement couper dans le gras et enlever des éléments entiers pour que le film ait un rythme satisfaisant. Ça incluait de virer certains personnages superflus et Farnsworth était le premier candidat à enlever dans cette histoire. Ce n'est qu'une manifestation vulgaire de l'incapacité des scénaristes à s'adapter et ça ne mérite aucune louange. Numéro 2, Gurki. Trouver les mots pour dire ce que ce personnage m'inspire est l'une des pires épreuves que j'aurais eu à traverser. Gurki est le pire personnage de comique de service qu'il m'ait été donné de voir dans un film. Son caractère envahissant est l'un des pires qui soit, sa voix ultra nasillarde version française ou originale est l'un des pires sons que j'ai pu écouter de ma vie. Pauvre malheureux Gurki, toujours grondé et frappé, cogné dur sur sa pauvre petite tête. Que ce soit dans ses interventions ou ses réactions, il a un arrière-goût de sous-Gollum sans âme. C'est un gimmick de petit fouineur exécuté et mis en scène avec le tact d'un guépard affamé sous dopamine devant un troupeau de Bambi endormis. Parce que oui, son rôle dans cette histoire est développé avec le cul. Son attachement envers Taram n'est pas crédible pour un sou, sa transition de lâche à martyr sauveur ne prend pas du tout le temps d'être instaurée, et il est traité de façon tellement superficielle le long du film qu'à aucun moment on n'arrive à être pris dans son besoin de ne plus être seul, j'imagine. Le principe de base du personnage n'est pas mauvais en soi, mais son exécution est tellement foireuse. Parce qu'on se centre sur des blagues puériles envahissantes autour de lui, et les 2 seules fois qu'on essaye de le prendre au sérieux, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Prenez le génie, si la majorité de son personnage se centre sur le gag, le bon gag, pas les cervelés, chaque fois qu'il y a un élément grave et sérieux en jeu, il sait arrêter d'être un guignol à plusieurs reprises de façon fluide. Parce qu'il a été pensé d'abord comme un personnage complet avant que comme un comique sans plus. Et certains personnages arrivent à être des comiques sans plus efficaces, mais d'une part leur humour est bien écrit, et d'autre part on ne crée pas des moments sérieux abrupts qui jurent complètement avec le ton global du personnage. Gurki est un comique de service effroyablement raté dans sa comédie et dans la tentative d'en faire plus. Témoignage édifiant de la qualité d'écriture de ce film. Gurki, oust. Et le pire personnage Disney à mes yeux est... Vous savez, mon problème principal avec Milo Touch est qu'il soit mis au centre de l'intrigue. Ces moments neuneux et tête à claque sont dérangeants, mais ils le sont d'autant plus que c'est censé être lui, notre héros central. Son aspect agaçant s'en voit intensifié, alors qu'il aurait pu être un peu plus supportable et pardonnable si on l'avait mis plus au second plan. Cela étant, les rares moments relativement touchants qu'il arrive à avoir parviennent à l'excuser légèrement et à l'empêcher d'avoir une place dans ce classement. Mais il y a un personnage avec ce même genre de problème qui ne peut pas en dire autant. Dieu, que je hais cette peluche. Rien que sa démarche et son intonation constamment ramollie me tapent sur le système. Et je me demandais si par hasard tu aurais quelque chose qui ressemblerait à un ballon. Un peu comme tout le monde dans le film, il a son lot de moments stupides et sa caractéristique principale récurrente, c'est de vouloir du miel. Il faut sauver mes vivres. Et la seule raison qu'il y ait du miel, c'est pour que je le mange. Du miel?
Du mien. Et ça s'use très vite. Mais en dehors de sa personnalité barbante, c'est un putain d'égocentrique irritant. Il tient absolument à ce que tout soit centré sur lui. Et la première personne à laquelle il pensa fut... Winnie l'ourson. Oh non, Jean-Christophe. Oh. Et c'est un sans-gêne horrible qui ne considère presque jamais les sentiments des autres. Ça irait probablement plus vite si tu prenais le pot. Merci, Coco Lapin. J'ai l'impression de voir un foutu gamin de 4 ans complètement autocentré qui n'a même pas la capacité d'envisager que tout ne tourne pas autour de lui, et ce n'est pas amusant. Je ne regarde pas un film pour me sentir comme un babysitter forcé de surveiller un mioche qui n'a pas encore terminé ses premières étapes de développement. Je veux suivre des personnages engageants, complexes, réfléchis, attachants, fascinants, et Winnie l'ourson ne correspond à aucun de ces qualificatifs. En plus de ça, il ne réussit quasiment jamais rien de façon proactive. Presque tout ce qu'il accomplit lui tombe dessus de façon accidentelle et abusée. Ce qui donc n'aurait pas été aussi affligeant si ça n'avait été qu'un personnage secondaire. Les autres personnages aussi sont des gimmicks sans profondeur, mais ils sont nettement moins agaçants parce qu'on ne nous les force pas non-stop. Winnie se force comme protagoniste tout le long du film, et plus ça avance, plus ma patience est mise à rude épreuve. Et quand on sait qu'il s'agit de la franchise animée Disney la plus prolifique, ça me fout un peu le cafard. Après, je reconnais que ça tend vraiment à viser un âge qui n'est pas le mien. Mais même enfant, je ne pouvais pas supporter cette crotte sous tranquillisant. Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre la page 1 et tout recommencer? Désolé, Winnie. Ah, ça ravigore toujours de gueuler un bon coup. Cela étant, en ce début de nouveau cap pour ma chaîne, il me paraît approprié de faire quelques critiques retour. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Je suis un raté, je suis un raté, je suis un raté. Hey, je suis un raté, je suis un raté, je suis un raté. C'est là que le pied